Pedro da Silva était un homme de foi qui croyait en Dieu et qui le voyait comme une source de force et de courage, pareil à ceux qui sont venus s'établir en Nouvelle-France dans les années 1600. Le deuxième jour du mois d'août de l'an 1717, dans la ville de Québec, Pedro da Silva meurt, très probablement de la fièvre jaune. Pedro est enterré immédiatement, en l'absence de sa famille et de ses amis. Tout le monde avait très peur de contracter la maladie qui l'avait tué. Pedro est né environ 71 ans plus tôt, dans un environnement en proie à beaucoup de défis. C'était l'année 1647. Les documents de la Nouvelle-France indiquent que Pedro da Silva, fils de José da Silva et de Ana Maria Francisca, a été baptisé à l'église paroissiale catholique Saint-Julien de Lisbonne, capitale du Portugal. Dans un climat marqué par une forte instabilité politique et sociale, Pedro survit à la faim, à la guerre et à la maladie et grandit comme un jeune homme sain et résolu. O Pedro da Silva teve a sorte de não ser recrutado para a guerra, para as guerras da restauração, porque toda a gente era recrutada, inclusive os estudantes da universidade eram recrutados para a defesa das fronteiras. Teve a sorte de não ser afetado por nenhuma das doenças, devia ser um rapaz rijo, com saúde. Je connaissais Pedro da Silva depuis plusieurs années. Un personnage remarquable, travaillant, courageux et surtout un homme à qui on pouvait faire confiance. Il était unique et irremplaçable. De telles paroles auraient été dites au sujet d'un homme qui, malgré toutes les difficultés, avait déjà traversé un océan juste pour faire face à la rigueur d'un climat menaçant et à une société ayant une culture et une langue étrangères. Certaines des premières expériences de Pedro da Silva l'auraient préparé à la vie dans un milieu comme la Nouvelle-France canadienne. Dans sa jeunesse, il aurait interagi avec des soldats français qui arrivaient constamment à Lisbonne pour soutenir les Portugais dans leur guerre d'indépendance contre l'Espagne. É muito provável que os contactos estabelecidos por Pedro da Silva com os franceses nesta conjuntura, neste período intenso entre 1660 e 1666, tenham permitido que ele começasse a dominar o francês, o que facilitou muito a sua ida para a França e depois para o Quebec. Quelle tristesse de ne pouvoir être à ses côtés durant ces derniers moments. Impossible de lui tenir les mains. Lui dire comment je l'aimais. Pedro, mon mari, quand un de nos enfants rendait l'âme, tu as su quoi faire afin que nous ne tombions pas dans le désespoir. Maintenant que tu les as rejoints, qui va me consoler, moi? Pedro est enterré sans cérémonie funèbre particulière, sans oraison. Seul le chanoine de la cathédrale et 2 séminaristes représentant des familles importantes de la ville de Québec assistent à l'enterrement au cimetière de Notre-Dame de Québec. Lorsque le Portugal retrouve finalement son indépendance vis-à-vis de l'Espagne, Pedro da Silva commençait déjà à penser à sa propre liberté. En 1665, l'année de la dernière bataille contre l'ennemi, il n'est qu'un jeune homme de 18 ans. Mais en l'espace de 7 années seulement, il acquiert aussi, tout comme son pays natal, son indépendance et trouve une nouvelle patrie. Lorsque Pedro arrive sur les berges du fleuve Saint-Laurent, le tourbillon d'activité de Lisbonne est probablement un lointain souvenir devant les défis inconnus d'un monde inconnu. Dans ses bagages, Pedro porte la détermination de la jeunesse et la force de caractère pour faire face à tout ce qui surviendrait sur son chemin et réussir dans la vie comme il l'a fait contre toute attente. Ville animée de plus d'un demi-million de personnes, Québec, la capitale de la province de Québec, est aujourd'hui un port actif et un centre d'échange connu pour sa joie de vivre culturelle. Inscrite sur la liste des villes du patrimoine mondial en 1985, c'est l'une des seules villes fortifiées du Canada. Et à l'intérieur des anciennes fortifications de la ville,
Le long des allées pavées bordées de douillets cottages gaulois en pierre se trouvent plusieurs éléments qui rappellent ses origines. L'histoire de la Nouvelle-France canadienne et de sa capitale est étroitement liée au nom de Samuel de Champlain, un explorateur français qui, en 1608, crée un poste de traite dans la région qui devient plus tard la ville de Québec. La vie dans la nouvelle colonie est beaucoup plus simple qu'en Europe. Il est vrai que les distinctions sociales en Nouvelle-France étaient semblables à celles du vieux continent, mais les frontières qui les séparaient étaient moins rigides. En Nouvelle-France, les différents groupes sociaux, les classes sociales sont beaucoup plus près les uns des autres. Donc, c'est un peu le modèle français, mais d'une manière beaucoup plus simplifiée. Donc, on le voit par les alliances matrimoniales. Donc, les gens vont se marier entre eux et un bourgeois va épouser la fille d'un noble et faire un beau mariage et finalement terminer sa vie avec une relative aisance. Lorsqu'arrive le portugais, nom rapidement attribué à Pedro, la ville de Québec est déjà passée d'un poste de traite fortifié à un village assez grand de près de 1100 habitants. La croissance économique est constante. Si les historiens s'accordent pour dire que Pedro da Silva est arrivé en Nouvelle-France entre 1672 et 1673, son lieu de provenance fait l'objet de spéculations. Certains pensent qu'il est venu de la France par bateau, comme ce fut le cas de 5 autres Portugais plus tôt. Uma possibilidade que se pode colocar como hipótese da ida de Pedro da Silva para o Canadá poderia ter sido a partir do Porto de La Rochelle, portanto, na medida em que havia relações muito intensas entre Lisboa e o Porto de La Rochelle, e talvez, quem sabe, se Pedro da Silva não teria participado em alguma das embaixadas portuguesas ou francesas que constantemente se relacionaram entre si. De ce côté de l'Atlantique, d'autres théories sont évoquées. On ne sait pas, on ne peut que supposer. Pedro da Silva a probablement naufragé, a été récolté a été pris en charge par les Portugais qui existaient déjà autour de la ville de Québec. On ne sait pas. À l'époque, il était dit que celui qui traversait l'Atlantique se sentait en sécurité une fois sur les berges de Québec. De ce point de vue, la chance de Pedro est très rapidement suivie par un heureux coup du sort. Il semble qu'il est arrivé en Nouvelle-France au moment le plus approprié. 1672, c'est une époque de paix. C'est l'époque aussi où la France s'est beaucoup investie dans sa colonie. Donc, en l'espace de quelques années, entre 1663 et 1672, la population double en Nouvelle-France. Et la paix étant faite avec les Iroquois, un état de paix aussi avec les autres colonies anglaises ou hollandaises. Donc, on assiste à une croissance assez rapide au niveau de la colonie. Donc, on arrive à un bon moment. En décembre 1673, Pedro signe un contrat de travail de 6 mois, son tout premier, avec l'un des propriétaires fonciers les plus riches et les plus puissants de la Nouvelle-France, Bertrand Chénet, dit La Garenne. Il sert probablement d'escorte dans le voilier de son patron, qui transportait les marchandises vers et en provenance de Québec et des villes environnantes. Au terme de son contrat de 6 mois, Pedro semblait avoir fait bonne impression à son patron, qui finit par devenir son ami et son protecteur. Cet heureux coup du sort et la connaissance d'une certaine jeune dame seraient autant de raisons qui poussent Pedro à rester définitivement au Canada. En ces jours-là, les hommes célibataires vivant en Nouvelle-France sont contraints de se marier. À la fin du 17e siècle, il y avait une femme pour chaque 15 hommes en Nouvelle-France. Mais après 10 ans, l'équilibre était revenu et on voulait que les jeunes hommes se marient, à défaut de quoi ils étaient interdits de faire la traite des fourrures, de chasser et de pêcher. Ils pouvaient avoir ces droits en se mariant, donc effectivement, il y avait beaucoup de pression envers Pedro da Silva de se marier à cette époque-là. Le 16e jour du mois de mai 1677, Pedro da Silva appose sa signature sur un acte de mariage, à côté de celle de Jeanne Grélon, sa nouvelle femme de 15 ans, ce qui le lie désormais à la famille et au pays, pour le meilleur et pour le pire. Malgré tout le bien dont devait jouir Pedro à l'avenir, tout était en place pour que l'histoire de sa première année d'homme marié connaisse des débuts difficiles.
Après leur mariage, Pedro et Jeanne s'installent à Beauport, près de la ville de Québec, d'après les données du recensement de 1681. Leur première année de mariage est secouée par une série de scandales dus principalement aux réalités politiques et économiques du moment. Les plus grandes personnalités politiques de la nouvelle colonie sont le gouverneur et l'intendant. Les deux travaillent côte à côte, mais leurs rapports ne sont pas toujours harmonieux. Les deux sont souvent en conflit. C'était justement le cas entre le gouverneur Louis de Buade, comte de Frontenac, et son intendant. Leur querelle continue au sujet du commerce des peaux à fourrure implique finalement Pedro. Dans une lettre que Frontenac adresse aux autorités, il se plaint des agissements de l'intendant Duchesneau. Et entre autres, il dénonce des individus, entre autres un Portugais établi à Beauport, qui serait de connivence avec l'intendant. Ce Portugais serait probablement Pedro da Silva dit Portugais. Il y avait d'autres Portugais dans les environs, mais c'est lui qui colle le plus à cette description. Un autre événement triste ayant marqué la vie de Pedro est un scandale impliquant sa jeune femme tout juste 1 an après leur mariage. Il faut se mettre à l'époque. La vie dans les champs autour de la ville de Québec, dans toutes ses sensitivités, est terriblement plate. Et donc, lorsque les bateaux arrivaient de France, les bateaux du roi, c'était vraiment la fête dans la basse ville de Québec. Or, Pedro da Silva n'était probablement pas là, il était en voyage avec La Garenne ou un autre. Et donc, il y avait une voisine, bonne vivante, et puis qui aimait beaucoup faire la fête. Et très probablement, elle a détourné la mère de Jeanne Jolicoeur et sa fille, donc, pour la ville de Québec faire la fête. Elles ont probablement dansé, elles ont probablement bu, elles ont probablement ri avec les matelots, ce qui pour l'époque était un comportement inacceptable. En conséquence, toutes les 3 femmes sont expulsées de la ville pour un moment et menacées de châtiment corporel en cas de non-respect de la loi. En dépit de ces difficultés de la première année, il semble que Pedro et sa femme ont mené une vie matrimoniale assez normale, en particulier après l'établissement de la famille à la basse ville de Québec en 1682, où ils passent le reste de leur vie. Alors, notre père. La sécurité et le confort que les Da Silva trouvent dans leur nouvelle maison de la rue Saut aux Matelots sont largement dus au sens du devoir et à l'attachement de Pedro pour sa famille. Pedro da Silva était un homme de famille, ça, j'ai aucun doute. C'était un protecteur, c'était un individu qui voulait, comme on a vu, il voulait que sa famille reste en sécurité. Mais au-delà de ça, il a bâti une propriété confortable pour élever ses enfants. La première année de mariage est marquée par des scandales. Les années suivantes aussi ne sont guère exemptes de tragédies. Le 25 janvier 1689, Pedro et Jeanne perdent leur première fille, née 43 jours plus tôt, durant une épidémie de variole. Plus tard, suivant la mort de 5 de leurs enfants durant les épidémies de 1702-1703, ils perdent ensuite un fils de 25 ans en 1715. Ces épidémies étaient dévastatrices, non seulement pour la famille da Silva, mais également pour la population en général. C'est une épidémie de petite vérole, de variole, aujourd'hui on dirait. Évidemment, les anciens textes disent que c'est une épidémie qui a été apportée par les Amérindiens de passage pour probablement vendre leur fourrure. C'est un choc, évidemment, important parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Pour le moment, en 1689, tout était assombri par la peur de la guerre. En 1689, année au cours de laquelle Pedro et sa femme perdent leur premier enfant, la France et les alliés Hurons et l'Angleterre soutenue par les Iroquois engagent une confrontation militaire. Ce qu'on appelle le massacre de la Chine est l'événement le plus horrible de cette terrible guerre. C'était assez typique dans ces genres d'engagement, souvent avec les prisonniers à la fin, ou comment un engagement allait se terminer, qu'il y aurait un massacre. Alors c'est ce qui s'est passé à la Chine à cette époque. Dans ce modèle de bataille, les civils sont capturés par surprise et tués. Le massacre de la Chine ne faisait pas exception à la règle. Hommes, femmes et enfants, aucun n'est épargné. Heureusement,
les attaques des Iroquois n'atteignent pas la ville de Québec où vivent Pedro da Silva et sa famille. Cependant, le danger n'était jamais très loin. En octobre 1690, une flotte de guerre de la Nouvelle-Angleterre assiège la ville de Québec. C'étaient des moments de forte anxiété et même de panique. Heureusement, la flotte américaine se retire finalement après une défaite humiliante. Il est établi que Pedro da Silva continue à distribuer des messages, peut-être pour les troupes et pour ses clients réguliers, durant ce dangereux conflit contre les Iroquois. Il fait preuve d'un courage énorme, faisant face à une menace constante de tomber dans une embuscade et de se faire tuer. En fin de compte, ce courage entraîne de grandes choses et ouvre la voie à la grande aventure de sa vie. Le fleuve Saint-Laurent. Ce puissant fleuve transporte les eaux de 5 grands lacs sur une longue distance de plus de 3000 km vers l'océan Atlantique. C'est le fleuve où Pedro da Silva a vécu ses passions de l'eau et de la liberté. Et oui, c'était la voie de la profession qu'il avait choisie, celle de facteur et de transporteur de marchandises. L'un des défis importants liés à la navigation sur le fleuve Saint-Laurent était le fleuve lui-même. Les dangers sur le Saint-Laurent au 17e siècle viennent du fait que la topographie est très variée. Il y a d'abord, parmi les îles Sorel et les îles de Boucherville, des courants qui sont confus. Sur le lac Saint-Pierre, l'eau est peu profonde et donc très susceptible au vent. En face de Deschambault, il y a des rapides qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui étaient là à l'époque. Et entre Québec et Trois-Rivières, il y a naturellement l'effet de la marée qui affecte le courant du fleuve lui-même. Et il y a beaucoup de récifs, de rochers. Plusieurs ne sont pas connus parce qu'en fait, l'hydrographie du fleuve n'a pas été examinée en profondeur par les habitants. Pedro connaissait les défis auxquels il allait faire face en traversant le fleuve. Courants rapides et vents forts, rochers dangereux et barres de sable, des centaines de canots, certains d'entre eux n'ayant aucune sortie, aucun phare le long du chemin pour le guider, sans oublier des attaques menées par les Autochtones, en particulier en temps de guerre. Par les nuits sans lune, l'obscurité du fleuve était terrifiante, atténuée seulement par les projecteurs de croisement des champs de la berge nord, où, parfois, Pedro et ses compagnons auraient passé une nuit. Mais le plus souvent, il était prudent de rester dans le bateau, où ils préparaient leur propre repas et dormaient sous une toile. Les fleuves du Canada étaient fermés au début de l'hiver, mais étaient ouverts à la fin de la saison de fonte au printemps. Pendant l'hiver, les voyages le long du fleuve s'effectuaient à l'aide de carrioles et de chariots, souvent tirés par des chiens ou même des bœufs. Il semble que la réputation grandissante de Pedro concernant le transport sécurisé des marchandises, des paquets et des lettres était due en partie au fait qu'il continuait à agir de la sorte même pendant les mois d'hiver rigoureux. Il était probablement le premier messager à fournir ce type de service en Nouvelle-France canadienne. Pedro da Silva transportait déjà les courriers et les marchandises entre Québec et Montréal dès 1693. En juillet de cette année, il reçoit un paiement de 20 sols pour acheminer un paquet de lettres de Montréal à Québec. Cette étape marque le commencement d'une carrière célèbre en tant que messager de confiance. Naviguant sur le fleuve dans son embarcation à fond plat, distribuant des messages importants, Pedro voit sa renommée s'accroître davantage. En effet, les gens admiraient sa loyauté et, par-dessus tout, son courage extraordinaire, en particulier devant les risques qu'il prenait au moment de la guerre contre les Iroquois. Il y avait beaucoup de risques, les risques d'attaque de façon régulière de la part des Iroquois. Donc, il avait le risque d'être capturé, il avait le risque d'être tué sur place, mais le risque de capture était peut-être pire parce qu'ensuite, on l'amenait
et on pouvait le torturer sur une longue période de temps. Et donc, le danger qu'il courait de façon régulière en faisant ses trajets sur le fleuve était réel. Durant la longue guerre, Pedro da Silva fait face à tous ces dangers. Comme n'importe qui d'autre, il a certainement eu de terribles cauchemars lorsqu'il traversait le fleuve. Mais étant donné sa personnalité, il a continué son travail malgré les risques auxquels il s'exposait. Il semblerait que Pedro était également un homme très discret. Aucun incident n'a été signalé qui aurait pu remettre en question la personnalité de Pedro en tant que messager du roi. D'abord et avant tout, Pedro da Silva était un dur à cuire. Il était un homme courageux, il était un homme responsable et très fiable. Et nous pouvons, nous assumons ça, nous déduisons ça très simplement parce que il transportait les documents officiels du gouvernement depuis au moins 1692 et personne ne l'aurait pas fait confiance, ne l'aurait pas déposé entre ses mains des documents officiels du gouvernement et d'autres s'il était un individu saoul, s'il allait saouler tout de suite dans la première taverne. Courageux, loyal et dévoué, Pedro parvient finalement à ses fins. Peu de temps après, il reçoit des nouvelles confirmant son rôle de pionnier dans le domaine des communications et de l'édification de la nation. Au début du nouveau siècle, le 18e, le roi Soleil Louis XIV de France règne sur le plus grand empire du monde. Dans sa colonie la plus prisée, la Nouvelle-France canadienne, Pedro da Silva atteint également un niveau de notoriété et d'influence sans précédent. C'est bon. Pendant des années, Pedro rend des services inestimables aux familles influentes de la colonie, en acheminant leurs documents officiels, leurs messages et marchandises au moment où personne d'autre ne pouvait le faire, en particulier pendant les périodes hautement dangereuses de la guerre contre les Iroquois. L'année 1705 donne une nouvelle dimension à ce statut social. Étant nécessaire pour le service du roi et le bien public d'établir en cette colonie un messager pour porter les ordres en tous les lieux de ce paix en haut besoin, sera étant informé de la diligence et fidélité de Pierre de Silva, dit le Portugais. Le 23e jour du mois de décembre de l'an 1705, Pedro da Silva se présente devant Jacques Raudot, intendant de la Nouvelle-France. Il devait recevoir une distinction spéciale du roi. À mon commis établi le Portugais, messager ordinaire pour porter les lettres. Pour sa diligence et sa loyauté, Pedro da Silva est nommé messager du roi, responsable de la distribution du courrier dans toute la colonie, qu'il soit transmis par lui-même ou par toute autre personne agissant en son nom. De plus, pour la première fois, il reçoit l'autorisation officielle de transporter le courrier privé et impose des frais pour remplir cette mission. Félicitations, Monsieur de Silva. En ce jour propice, Pedro da Silva, le Portugais, entre dans l'histoire, devenant ainsi le premier facteur officiel du Canada. Plus de 2 siècles après sa nomination comme le premier facteur officiel, le nom de Pedro reçoit une reconnaissance publique pour la première fois au Canada. Au printemps 1938, un groupe de responsables du service postal et de politiciens canadiens se rassemble devant l'édifice du bureau de poste, rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal, pour dévoiler une plaque murale portant entre autres le message suivant. Dès 1693, le transport des lettres se faisait par messager entre Québec et Montréal. Le premier courrier connu est Pierre da Silva, dit le Portugais. C'est le moyen choisi par la Société canadienne des postes pour honorer l'homme qui a été le pionnier d'un domaine ayant entraîné la création de l'une des institutions publiques les plus respectées et les plus loyales du Canada. Mais je pense que l'impact de Pedro da Silva ça a vraiment porté sur l'évolution complète de Poste Canada. Si on regarde au fil des ans, alors qu'on transportait le courrier à la main, en bateau, à travers les rivières, sur les chemins ferroviaires, en camion, en avion,
l'impact de Pedro de Silva, c'est que ça nous a permis de garder une certaine culture. Alors, la ténacité, le courage, la patience, la détermination, ce sont tous des qualités qu'on voit chez nos employés aujourd'hui. Le service de distribution du courrier du Canada a en effet connu des changements au cours des siècles. S'il était en vie aujourd'hui, Pedro pourrait-il jamais reconnaître le service de distribution du courrier du 21e siècle? Pedro da Silva, s'il vivait de nos jours, 4 siècles plus tard, serait sans doute très surpris de voir le type de système de transmission du courrier qui existe de nos jours. Par contre, il va bien comprendre que les motivations derrière la transmission et l'organisation des dépêches et de la communication écrite sont tout à fait semblables de nos jours comme à l'époque. La reconnaissance du rôle de Pedro par la Société canadienne des postes en 1938, bien que significative, n'avait pas une portée nationale. Il a fallu plus d'un demi-siècle après cette année pour que le nom du premier facteur canadien soit mentionné pour la première fois à travers le pays. Viva Pedro! Viva! Dans l'ouest de la ville de Toronto, les dernières touches sont apportées dans le cadre d'une présentation spéciale. Un flotteur à l'honneur de Pedro da Silva, qui fera partie du défilé de la fête annuelle du Portugal, qui célèbre en ce jour son 25e anniversaire. Pedro da Silva resonates everything that we're all about and what we stand for. So I think it's been a great victory for the Acapo and the Portuguese community in general to have this float in such a memorable parade like the 25th anniversary is. Parmi les amis de Pedro réunis ici, on retrouve aussi les membres d'un groupe de personnalités éminentes responsables d'une idée unique, un timbre-poste honorant le premier facteur du Canada. In the summer of 1986, Virgilio Pires visited Vancouver, I believe, to the World Fair. And while there, he came across some newspaper saying that Pedro da Silva had been the first middleman in Canada and that he was a Portuguese Canadian. L'idée de ce timbre voit le jour lorsque l'industriel de Toronto, Virgilio Pires, revient à la maison après une visite à l'exposition universelle de Vancouver. Il partage l'information avec ses amis, qui faisaient tous partie de la Fédération des hommes d'affaires et de carrière. Un comité mis sur pied dans la foulée. Well, it was indeed a very hard process, hard and long process. Just because we had a lot of convincing to do. We found people that in reality were favorable, but at the same time, we had to face some of those that believed by approving the stamp of Pedro da Silva would be like, in their minds, creating a precedent. Le groupe essaie de convaincre les décideurs que l'inscription du nom de Pedro da Silva sur un timbre est simplement une question de reconnaissance d'une réalité historique canadienne. Things started to move when there was some political intervention, and then things began to crystallize, and we know very well what the end result was. En 2002, après environ 15 ans de pression politique soutenue, le groupe enregistre une avancée au cours d'une réunion entre Armindo Silva du comité chargé du timbre et André Ouellet, alors PDG de la Société canadienne des postes. When he asked me, well, can I do for you? I said, Mr. Ouellet, we have a saying in Portuguese that we tried twice, we failed, we cannot miss the third time, and this is the third time. And then I said, this is your history. This is the history of Canada Post. We're not making it up. You have it written down. So we want a stamp. At the very moment, we felt very proud of our Portuguese heritage. It was a very exciting moment. The recognition of a Portuguese person that contributed to nation building, to have that kind of recognition is something we had hitherto not achieved. I felt good for the younger generations because they would have a motive for pride of their heritage in Canada. C'était un événement très émotionnel, très
important pour la communauté portugaise au Canada parce que c'est une déclaration que vous êtes arrivé. Vous êtes vraiment arrivé comme citoyen du Canada, comme tout le monde. Le timbre Pedro da Silva a circulé pendant 2 ans seulement. Son souvenir est aujourd'hui conservé à la Galerie des Pionniers à Toronto, un espace créé spécialement pour honorer les hommes et les femmes qui ont contribué de façon unique et particulière au progrès de leur communauté et de leur pays. This museum is not only for the Portuguese people, it's for everybody. And Pedro da Silva is our best ambassador, is our flag to the kids. Any kids. Any kids. I think that the contributions that Pedro da Silva made to this country are so inspirational. His determination, his worth as well, and that talks a little bit about to the Portuguese here in Canada and their perseverance coming to this country unknown and just being proud of who we are. And that's the message I want my children to be left with. La transmission de l'histoire du Canada aux jeunes générations doit naturellement inclure le grand rôle de pionnier des immigrants, Pedro da Silva faisant partie des figures du panthéon des premiers bâtisseurs de la nation. This country is formed by many other nationalities, and not only French and English. And of course, over the years, we were taught that the English and the French did everything. Well, it's not so. I think Pedro da Silva specifically had a huge role because of the services that he performed, which weren't done before. So he was very much a hero and an adventurer that took chances, very much like Portuguese navigators did. Il a fallu presque 3 siècles pour que la première reconnaissance publique véritable soit organisée. Cette situation soulève la question suivante. Le rôle de Pedro dans l'édification de ce pays a-t-il été reconnu à sa juste valeur? Pedro da Silva occupe une place qui mériterait d'être mieux connue. Comme premier messager, avec une commission officielle de l'intendant au nom du roi, je pense que c'est un accomplissement important et c'est toute l'histoire, finalement, postale du Canada qu'on peut retrouver par la suite. Également aussi, il ne faut pas oublier que le Canada est un pays très grand et donc les communications, c'est très important. Il faut transmettre l'information, il faut les transmettre rapidement et d'une manière sécuritaire. Et donc la confiance qu'on met dans Pedro da Silva, je pense que ça témoigne de l'importance de l'homme et je pense que ça peut servir de modèle pour les générations futures. Tout comme c'est le cas de l'idée du timbre, mais en allant plus loin, la notion d'une reconnaissance nationale permanente du rôle de Pedro da Silva semble gagner du terrain parmi certains de ses nombreux admirateurs. Une statue honorant le premier facteur canadien. A estátua devia de aparecer e devia de ser unido. Todos os portugueses estamos no Canadá. Tanto os franceses como os canadianos estamos aqui da parte inglesa, devíamos juntar porque é português. Então, devíamos fazer uma petição, todos, e exigir ao próprio governo que nós temos o direito daquele homem ter uma estátua porque faz parte da história do Canadá. On aurait pu honorer la mémoire de Pedro da Silva aujourd'hui dans une ville ou région quelconque du pays, car Pedro est une source d'inspiration pour tous les Canadiens qui sont fiers de leur héritage. Da Silva et d'autres personnes qui lui ressemblent doivent en effet être honorés chaque jour pour leur contribution inédite à leur pays, le Canada. Après avoir reçu le titre de messager du roi, Pedro continue à distribuer le courrier, bien que ce service ne fût pas son activité la plus rentable. Bonjour monsieur, ici le courrier du roi. Il semble qu'il était un homme d'affaires habile. Au cours de ces dernières années, ses services de distribution du courrier lui auraient permis d'entrer en contact avec des clients riches et influents et de signer des contrats lucratifs dans d'autres domaines, tels que le transport des fourrures. Pedro da Silva ne gagnait pas sa vie avec les messages. C'était impossible parce que chaque lettre, il pouvait charger quoi, 5 sols. Un pain, je pense que ça coûtait 12 sols. Donc, mais ça lui a permis d'établir des contacts, par exemple, et d'être connu, et de connaître des gens. À partir de ces contacts-là, Pedro da Silva s'est établi un réseau de personnes et de clients
qui lui commandait des marchandises à livrer. Et donc, il a pu établir solidement son affaire. On ignore ce que Pedro faisait dans les dernières années de sa vie. On peut toutefois supposer qu'il a poursuivi ses livraisons de marchandises. Il aurait confié la distribution du courrier à son beau-fils, Jean Morand. Et c'est ce Jean Morand qui est devenu le deuxième messager du roi de la Nouvelle-France. Pedro da Silva meurt soudainement, le 2 août 1717, très probablement de la fièvre jaune, dans son domicile à Québec. Il a alors environ 71 ans. Matériel, vous avez aussi... Quelques mois après son décès, le 22e jour du mois de janvier 1718, la veuve de Pedro visite le notaire du roi, Florent de la Cetière, pour l'inventaire des biens de son mari. Nous avions quelques terres de plusieurs arpents, la maison. Ce qui est surprenant, c'est la quantité de vaisselle qu'il avait. Il avait plus de 30 assiettes d'un certain type, 20 assiettes d'un autre type, tout un tas d'outils, de chaudrons pour la cuisine. C'est comme s'il était équipé pour recevoir toujours beaucoup de monde autour de lui. Il y avait juste une facture qu'il n'avait pas payée parce qu'il est mort subitement. Donc c'est un homme très réglé. Toutes ses factures étaient dans une boîte. Il avait laissé une vache, 2 cochons qui traînaient dans sa cour. Donc dans une maison confortable. Imaginons ce qu'était sa vie lorsqu'ils avaient tous ces enfants autour. Donc Pedro da Silva, c'était un homme sans être riche, qui vivait assez bien, selon moi. Les biens de Pedro da Silva sont estimés à près de 819 livres. La valeur de l'inventaire, cependant, était de loin plus élevée, si l'on tient compte d'une vie de dévouement dont héritent tous les Canadiens. Certains des héritiers du legs de Pedro da Silva sont les nombreux descendants directs vivant au Canada. Aujourd'hui, quelques-uns sont réunis dans ce parc situé à Laval, Québec, pour célébrer leur héritage. Ils ont choisi ce parc, construit il y a quelques années grâce aux efforts de la mission de Notre-Dame de Fatima à Laval, au soutien de la ville, du conseil scolaire et de plusieurs volontaires. Le travail de notre parc, le montage de notre parc, ça a été une grossièreté de nos bénévoles qui ont travaillé, ils ont monté tout ce qu'on voit ici dans notre parc, du gazebo, du pavé, le gazon. Ça a été tout fait par nos bénévoles de notre mission avec la supervision de notre conseil économique de notre mission de Notre-Dame de Fatima de Laval. La mission a donné le nom de Pedro da Silva au parc, une source de fierté pour la communauté. Je me sens très orgueilleuse que les descendants de Pedro da Silva ont choisi cette place pour célébrer le nom Pedro da Silva. Les festivités sont excellentes. On a la Philharmonique du Divin Saint-Esprit de Laval avec nous autres. Et, je veux dire, on célèbre à portugaise. La fierté tirée de l'héritage de Pedro unit les générations réunies ici aujourd'hui, des personnes âgées aux jeunes. Je suis reconnaissant de ce que Pedro da Silva a fait pour nous à la préparation de sa continuité, parce qu'il a été le premier qui a fait le courrier pour le roi de Montréal à Québec. Je suis très fier de notre famille d'être portugais, de descendance portugaise. Je suis ici ce matin parce que je suis avec ma famille pour célébrer Pedro da Silva. Pour nous, c'est une grande fierté d'être descendant de lui directement. Puis la majorité de la famille est là. C'est sûr qu'il y en a qui ne pouvaient pas, mais
on est fiers d'être là ce matin. L'intérêt manifesté pour les origines portugaises de Pedro a poussé une autre descendante, Suzanne da Silva, à se rendre à Lisbonne et à mener une recherche qui semble remettre en question certaines des informations contenues dans les documents de la Nouvelle-France. J'aurais trouvé dans cette recherche-là que Pedro da Silva serait né le 10 juin 1647 à Setúbal, c'est-à-dire 50 km au sud de Lisbonne. Ses parents, Joseph et Marie, se seraient mariés le 7 janvier 1645 à Setúbal aussi. Alors, est-ce véridique ou pas? L'avenir nous le dira avec le grand généalogiste qui est en train de déchiffrer le document. Les dossiers historiques datant des siècles peuvent toujours prêter à confusion. Il existe simplement trop d'inconnus et de variables. En dépit des différences existant dans les dossiers de la Nouvelle-France et ceux de Lisbonne, Suzanne est raisonnablement convaincue que Pedro est né à Setúbal et non à Lisbonne, admettant ainsi qu'il est probablement venu à la capitale avec ses parents à un très jeune âge. Suzanne n'est pas seule dans la recherche d'informations supplémentaires sur les origines de Pedro et son héritage. Francine da Silva, l'organisatrice de ce rassemblement familial, est sur le point de lancer un projet ambitieux visant la reconstitution de l'arbre généalogique. Ce travail, qui peut durer jusqu'à 10 ans, est motivé par la fierté indéniable qu'elle tire de ses origines. Je travaille en ce moment sur un document assez élaboré en plusieurs tomes sur la famille de Pedro, sur tous ses enfants et les descendants. Parce que je trouve que c'est important et il n'y a pas beaucoup de ces documents. Il y a des documents généraux, mais je veux en faire une plus grande recherche pour que les da Silva puissent être capables de s'y référer. Aujourd'hui, j'ai invité la famille da Silva ici, plusieurs de mes cousins et cousines, oncles et tantes, pour venir célébrer Pedro, pour leur faire connaître la culture portugaise que plusieurs d'entre eux ne connaissent pas. Et je trouve que c'est important. On vient de Pedro et on devrait connaître un peu plus son histoire et sa culture. S'il vous plaît, on fait un toast à Pedro da Silva. À Pedro da Silva. Après les brèves funérailles, le corps de Pedro est enterré dans le cimetière de la cathédrale Notre-Dame de Québec, la même église où il s'est marié. En 1922, l'église a brûlé et au moment de sa reconstruction, il y a eu un grand nettoyage de tous les ossements qu'on a trouvés dans les soubassements. Et tous ces ossements-là ont été respectueusement recueillis et placés dans des ossuaires. Et les ossements de Pedro da Silva, s'ils étaient dans les cimetières, se sont retrouvés dans les ossuaires. Je m'étais promis, lorsque j'aurais découvert mes racines, que je reviendrais dans des lieux communs. Et ici, c'est l'endroit idéal. Je suis ici pour dire à mon ancêtre, merci Pedro, pour me donner une identité. Tu es mon héros. Suzanne Masson et Alvin da Silva ne s'étaient jamais rencontrés avant ce jour, mais ils ont plusieurs choses en commun. Il y a environ 20 ans que j'ai découvert que Pedro da Silva était mon ancêtre par le biais de ma grand-mère paternelle. Et c'est vraiment fantastique de vivre ici et de découvrir que mon ancêtre a pu y passer aussi. C'est émouvant. J'étais très intéressé de savoir mes racines, mais le monde disait que j'étais peut-être espagnol. Ma sœur Dilia a travaillé dans l'Europe, puis elle a su, par des recherches, que nous étions portugais. Moi, j'ai commencé ma recherche dans le Canada,
Puis j'ai déterminé que j'étais un descendant direct de Pedro da Silva. C'est un honneur pour moi d'être portugais. Aujourd'hui, Alvin a également été rejoint par son fils Ron, qui a manifesté l'envie de visiter la cathédrale comme un moyen d'affirmer son identité. C'était important d'être ici avec mon père pour être ici à côté de lui quand elle a visité les os de notre ancêtre. Quand mon père a découvert les années passées qu'elle était les descendants de Pedro de Silva, c'était important pas seulement pour moi, mais pour le restant de ma famille, mes frères, mes sœurs et nos enfants, de savoir un petit peu de notre histoire. Au temps du funérailles de Pedro, sa famille n'était pas capable de dire des adieux. On est ici pour eux, puis toute notre famille, et pour les centaines de descendants de Pedro qui peuvent être ici aujourd'hui. Ce n'est jamais trop tard pour se souvenir et honorer les morts. Suzanne, Alvin et Ron sont également présents pour toute une communauté de Canadiens qui sont fiers de leur héritage et veulent honorer l'un de leurs illustres pionniers, Pedro da Silva, le premier facteur du Canada.